Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Kétani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, toujours avec la dernière impression de Malek Haddad, nous en étions à découvrir le personnage central de Saïd. Saïd était, dans les dernières lignes que nous avons lues, en présence de Lucia, la femme qu'il aime, et du docteur Legendre, amoureux de Lucia. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Il se calma. Puis subitement il se leva et faillit déséquilibrer Lucia, toujours assise en amazone, sur le bras du fauteuil. Il alla vers le cosy, et dirigeant la lumière d'une petite lampe sur le sous-verre, il dit « Le fossé est très profond. C'est un gouffre. Pour le combler, impossible. » « Alors que faut-il faire ?» demanda le médecin. « Construire des ponts, » répliqua Saïd avec une sorte de rage. « C'est-à-dire » ? Négocier avant qu'il ne soit trop tard. « Et avec qui ?» dit Lucia. « Avec l'autre rive. » Bon, maintenant sauvez-vous, c'est bientôt le couvre-feu. Or, ce pont devait sauter. Il le fallait, il le fallait. Mon fils, tu n'épouseras jamais une Française. Mame Saouda respirait faiblement. La grand-mère de Saïd faisait son testament. Elle ajouta « Abadan, Mouhal, Mouhal » et s'assoupit. La grand-mère de Saïd dictait ses premières volontés. Dans un coin de la chambre, près de la cheminée, une vieille, une très vieille tante, Lalla Wardiya, plus vieille qu'un souvenir, pleurait en reniflant. Idir, l'oncle de Saïd, un médecin installé à Paris, était là, gêné, ému, insolite. Mame Saouda ouvrit les yeux. Jamais une Française. Puis tournant péniblement sa tête vers son fils et sans lâcher la main de Saïd, elle s'enquit. Et ta Khanza, où est-elle? La Khanza, c'est Simone, la femme d'Idir. Khanza ne se traduit pas en français. Ce mot peut aussi bien signifier sale que nauséabond. Celle qui ne se lave pas, celle qui n'est pas propre. En fait, celle qui n'est pas de chez nous, et en clair, qui n'est pas la belle fille que moi j'aurais choisie. L'étrangère. Mame Saouda, dans un effort surhumain, leva son bras droit et de son index presque transparent, elle toucha légèrement la joue de son fils. La Khanza, elle a volé mon fils, déclara-t-elle sentencieusement. Et se tournant vers Saïd, elle scanda. Elle a
tué ton oncle. Cette femme qui allait mourir défendait ses regrets et faisait une profession de foi. Saïd et Idir se taisaient. À nouveau, Mame Saouda s'assoupit. Idir en profita pour lui faire une piqûre. Dans son coin, près de la cheminée, la vieille tante fixait les flammes folles de ses yeux éteints. Les deux hommes quittèrent la chambre à coucher et allèrent vers une terrasse aux carreaux rouges que couvrait un immense figuier. Ils s'assirent à même la première marche d'un escalier qui descendait vers un petit jardin. Depuis longtemps abandonné à une basse-cour anarchique, il restait à l'après-midi encore un peu de soleil. Le ciel était d'un bleu insolent. Simone vint rejoindre son mari. « J'ai l'impression de tomber comme un cheveu sur la soupe, » dit-elle. « Exactement, » répondit Saïd. Il ajouta « Viens, on va aller voir ma grand-mère. » Idir ne bougea pas. Il regardait vers le figuier. La vie et la mort sont des choses théâtrales. La tante et la cheminée pleuraient toujours. « Saïd, mon fils !» La voix devenait de plus en plus lointaine, souterraine. La pièce sentait la fièvre et la sueur. Une bonne, dans la cuisine, faisait brûler de l'encens dans un canon. « Yamma, reconnais-tu Simone ?» demanda Saïd. Mame Saouda comprenait parfaitement le français et le parlait suffisamment pour se faire comprendre. Néanmoins, dans une obstination farouche, qui s'apparentait autant à une coquetterie qu'à un refus, elle répondit en arabe. Et Simone avait la chance de ne point le comprendre. Aussi, est-ce en arabe que Saïd apprit à la moribonde que Simone attendait un enfant. Alors la vieille s'agita légèrement et pour la première fois, elle regarda en face sa belle-fille qui se tenait debout, dans la gauche attitude de ses candidats à un oral qui, devant le silence de l'examinateur, ne savent pas s'ils doivent ou non se retirer. Le regard de Mame Saouda était surnaturel, mais calme. « Dis-lui de s'asseoir sur le lit, » demanda-t-elle. Saïd traduisit. Simone était vraiment un cheveu sur la soupe. Mame Saouda lui prit pourtant la main de sa main longue et pâle, sur laquelle les veines couraient comme des algues. À nouveau, elle s'assoupit. Et que pensait Simone, la jeune Parisienne? Et que lui disait cette main dans laquelle un sang qui s'en allait la refusait pourtant? Il y a dans tout mariage, qui s'appelle hideusement mixte, quelque chose qui ressemble à un paradoxe ou à un non-sens. Ceux-là qui s'attendrissent devant cet internationalisme de facilité ne se doutent pas de toute l'hétérogénéité, le sublime parfois, mais le tragique toujours, que ces unions recèlent en fin de compte. C'est bien pour cela que Idir, ses études terminées, s'était installé en France. Une solution de facilité en appelant toujours une autre. Son père, un saint homme,
en était mort de chagrin et de honte. Quoiqu'assoupie, Mame Saouda n'avait pas lâché la main de Simone. Saïd, qui s'était approché de la vieille tante, lui demanda des nouvelles de ses fils. Elle lui répondit qu'ils étaient dans la montagne. Elle précisa « Tous, ils sont tous dans la montagne ». Elle avait dit ces mots avec la même fierté qu'elle eût dit « Ils sont partis en pèlerinage à la Mecque ». La vieille tante n'avait jamais beaucoup parlé. Elle s'en alla à la recherche de ses regards perdus et prit dans son corsage un chapelet qu'elle se mit à égrener. « C'est un monde lointain, » pensa Saïd. Mame Saouda avait repris connaissance. Elle appela son petit-fils. « Demande à Idir de venir. » Saïd alla chercher son oncle qui était toujours assis sur la première marche du petit escalier. Lui aussi semblait lointain. Ils s'entretinrent un moment. « Je ne pense pas qu'elle passe la nuit. » Et Simone? Elle est assise à côté d'elle. Ils se dirigèrent vers la chambre. Mame Saouda s'essuyait le front avec un foulard qui avait appartenu à sa mère. « Donnez-moi du café, » ordonna-t-elle. Il faut dire que Mame Saouda avait, durant plus d'un demi-siècle, consommé assez de café pour rassurer tous les planteurs du Brésil. Comme Saïd et Simone s'étonnaient de ce caprice, Idir conseilla « Donnez-lui du café. » Puis il ajouta « Nous n'avons plus rien à lui refuser maintenant. » Il y a des mots qui sont très lourds. La bonne servit une tasse de café. Des doigts malades, le récipient s'échappa et le liquide ruissela sur la couverture rayée aux couleurs bavardes. Mame Saouda trouva la force de s'excuser. À son fils, d'une voix très indifférente, elle dit « Tu attends un enfant. Tu l'appelleras François et il ira à l'école à Paris. » Ce furent ses dernières paroles. Elle les avait prononcées en français. Simone avait compris. Il y a des mots qui sont très lourds. Il faut 9 mois pour faire un enfant. Il en faut un peu plus pour construire un pont. Et le pont de Saïd doit sauter. Bien sûr, ce n'est pas lui qui s'en chargera. On lui a seulement demandé des précisions techniques, la façon de s'y prendre, les endroits de grande vulnérabilité. Il existe des gens qu'un verre qui se brise suffit à contrarier, à émouvoir, dès lors qu'il s'agit d'un pont. Saïd dort du sommeil maudit des gens de cœur. Le pont doit sauter. Le ventre de la terre proteste. Des volcans s'allument. Il pleut de l'acier des principes. La musique sans la poudre. Une bombe, c'est aussi gros qu'un cerveau. Et la bombe éclate. Et le cerveau éclate. Et le travail d'homme brisé en petits morceaux s'écroule avec les rives enfin réconciliées dans un mariage inutile. Et les 3 ouvriers qui étaient tombés dans l'oued
qui s'était tué, qui était mort pour le pont, qui était mort au pont d'honneur, les 3 ouvriers que de Treuil remonta, enveloppés dans une bâche sanglante, les 3 ouvriers. Que disent-ils? Et les fins de journée, quand les damnés de la terre trempent leurs galettes dans le petit lait, quand une flûte coule à l'heure du repos, que disent-ils les damnés de la terre? Mais le pont doit sauter. Les hommes n'ont rien à dire. Les hommes ont tout à faire. La guerre a la parole, et c'est elle qui commande. Celui qu'on appelait Ali avait dit « Vous en reconstruirez d'autres » et l'oued qui ricane, vengé. À Philippeville, au moins, il y a le pont romain. Sur le pont d'Avignon, on y danse. Sur le pont de Saïd, les tanks ne passeront pas. Et le pont de Saïd dit « Je vais me faire sauter la cervelle !» Ça y est, je me suis fait sauter la cervelle. Il n'y a plus de cervelle, il y a un trou. L'oued ricane de plus belle. Les 3 ouvriers que le Treuil a remontés dans une bâche sanglante sont là et demandent « Le pont, où est-il » C'est bête. C'est bête de ne plus retrouver la raison de sa mort. Mais Saïd ne répond rien. Aujourd'hui, ce sont les ponts qui dansent. Ils dansent jusqu'à épuisement, puis s'effondrent. La mort claque des dents. Elle n'a pas froid. Elle scande la sarabande des ponts qui font les fous. Mamsouda marche sur le pont. Elle est légère, comme une idée. Elle crie en regardant l'abîme. « Tu n'épouseras jamais une Française !» L'écho a confirmé. « Jamais une Française !» Les lauriers roses applaudissent. Les corbeaux sont au rang... Pardon. Les corbeaux sont au garde à vous. Un képi préfectoral prononce un discours. « Messieurs, ce pont attestera à tout jamais la présence du génie français. » Tu parles, et l'oued déborde. Des tonnes et des tonnes de sueur font un lac. Mamsouda boit du café rouge. Idir prend le métro. Le docteur Legendre mange le pistou. Simone attend un enfant. Saïd a revêtu un équipement de scaphandrier et se promène dans un souvenir. « Lucia! Lucia !» Saïd a crié et son cri l'a réveillé. Il promène ses yeux dans la chambre, des yeux étonnés, ceux que l'on a au sortir d'une salle de cinéma quand, encore tout imprégné du film, le spectacle qui attend dehors continue l'écran. « Bois ça !» exigea Idir. Les yeux de Saïd envoyaient des étoiles brisées. Il avait froid. Ce voyou de Palu, encore un souvenir de celui-là. Il désignait le pont dans son sous-vert au-dessus du cosy. Lucia était en plein cours quand le directeur frappa à la porte de la classe. Monsieur Rivière était un homme petit,
bourré de tiques, rondelé, au regard fuyant. Il avait une façon de se gratter le haut des cuisses, ses mains enfuies dans les poches de son pantalon, qui était du dernier grotesque et de la dernière indécence. On songeait à un trou dans la doublure. Les cours de morale étaient mixtes, et il en était chargé. Éternellement accompagné de ses 2 chiens, Juncker en pantoufles dont un grand-père avait dû être le professeur Nimbus. Il se promenait dans les galeries, l'air mystérieux. On dit d'un homme qu'il est absorbé lorsque son esprit est absent, lorsque son esprit est ailleurs. Mais quelle différence y a-t-il entre une absence et une inexistence? On avait toujours l'impression que M. Rivière faisait une enquête. Ses goujateries et ses maladresses étaient de notoriété publique. Comme il n'était pas intelligent, il ne craignait personne. Et comme il ne craignait personne, ses chefs en avaient probablement déduit qu'il était intelligent. Il ne cachait pas son racisme, mais ne se faisait jamais prendre en flagrant délit. Le règlement était l'alibi suprême de son humanisme atrophié. Ainsi, en période de Ramadan, sous prétexte de ne pas imposer au personnel musulman du réfectoire un travail supplémentaire, il interdisait aux internes le repas de nuit, ce qui rendait plus que pénible la pratique du jeûne. Le personnel a besoin de dormir, lui aussi. Au club de l'école, entièrement géré par les élèves, il avait pratiquement supprimé et non pas interdit la lecture des journaux dont il ne partageait pas les opinions. Il était impossible de faire entrer dans l'école Alger républicain, par exemple. Quant à la République algérienne ou l'Algérie libre, il n'en était pas question. Ici, pas de politique, se plaisait-il à répéter. Et comme la Dépêche de Constantine était le seul quotidien agréé pour les communiqués officiels, eh bien, le club de l'école pouvait choisir de s'abonner à ce journal qui, depuis le début de la guerre, jouissant d'un total monopole, s'était révélé un virtuose dans l'art du mensonge, de la panique et de la haine. Donc, selon sa goujaterie habituelle, M. Rivière, dit l'amiral, avait ouvert la porte sans attendre la réponse. Les étudiants se levèrent, plus par réflexe que par déférence, car il n'était pas plus aimé des Français que des musulmans. Pour des raisons différentes, cet homme avait fait l'unanimité sur sa personne. Les jambes légèrement écartées, on est amiral ou on ne l'est pas, ses chiens à moitié aveugles et complètement abrutis à ses côtés, l'amiral, sans même avoir salué Lucia, se planta au milieu de l'estrade, ses mains toujours dans ses poches. « Messieurs de la 4e année, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ce n'est pas votre directeur qui vous parle. C'est un Français qui s'adresse à d'autres Français et qui prend sur ses cheveux blancs la liberté que donne le droit d'aînesse.
Cette phrase ne finirait jamais. Lucia et ses élèves se mordaient les lèvres pour ne pas éclater de rire. Les cheveux blancs, le droit d'aînesse. Monsieur Rivière était chauve, comme un œuf. Mais chacun sait bien que seuls les jardins incultes font pousser les fleurs de rhétorique. L'amiral continua. Nous vivons depuis des mois une véritable mutinerie. Grand-père, grand-père, vous n'étiez pas un vieux loup de mer. Au bal de l'école, beaucoup d'entre vous, et toujours les mêmes, étaient malades, comme par un fait exprès. Au bal des cantines scolaires, ceux qui avaient guéri retombèrent malades, comme par un fait exprès. Le 1er novembre, les convalescents rechutèrent, et le 8 mai, leur état empira. Messieurs, cette maladie n'a pas de cœur. Un rire difficilement retenu secoua les épaules des mutins de la 4e année. Dorénavant, vous êtes priés de vous faire inscrire 48 heures à l'avance à l'infirmerie. L'heure était au sublime. L'amiral, toujours suivi de ses chiens, se dirigea vers la porte en se gratouillant. Se ravisant, il revint vers le bureau de Lucia. « J'oubliais, mademoiselle. Je viens de recevoir ceci de l'inspection académique. » Il lui tendit un pli décacheté. C'était la demande d'exéat de Lucia. Elle était acceptée. Suivait son détachement comme professeur de latin dans un collège de Clermont-Ferrand. Elle devait rejoindre son poste dans les 15 jours à venir. Le silence, c'est la pudeur des amoureux. Quand il apprit que Lucia devait quitter sur sa demande l'Algérie, Saïd ne put ou ne sut exprimer ce qu'il ressentait. Devant son manque apparent de réaction, Lucia elle-même fut désorientée. Saïd ne mentait pas. Lucia aimait Saïd, mais elle n'aimait pas le pays de Saïd. Saïd se taisait. Déjà quelques soucis se voyaient sur ses tempes. Déjà son regard se voûtait. Un regard lourd qui allait plus loin qu'une pensée. Ce regard était celui de tous ceux que l'histoire a devancés, de tous ceux que l'histoire a délogés de leurs habitudes. L'histoire n'étonne pas que les imprévoyants, et ne choque pas seulement ceux qui ont intérêt à contrarier ces démarches en quelque sorte fatales. L'historien honnête, qui est forcément un sage, dira pourquoi le fleh n'eut pas à se poser de ces problèmes. Car en fin de compte, le fleh n'a rien à craindre de ces problèmes, puisqu'il en est la solution. Il n'y a pas d'âge où l'amour peut fondre comme un flocon de neige. Lucia, qui savait bien parler du nom des fleurs, Lucia, dans la musique aux heures du bleu crépusculaire, Lucia, toujours Lucia. Et Saïd savait que les points cardinaux n'étaient plus au complet. Lucia, 5e dimension. Lucia, l'amour tranquille et sûr,
Lucia la balancelle aux calanques pointillées de galets. Lucia dans la rue des Arabes, au pavé rond et usé comme un front génial ou malade. Les rues de chez Saïd buvaient du café noir. Les rues de chez Saïd ont de petits trottoirs. Les rues de chez Saïd écrivaient sur les murs « L'Algérie libre vivra ». Lucia dans la forêt de Chêne-Liège, à l'heure toujours historique des premières chansons. Prête-moi ta plume. Un regard lourd qui allait bien plus loin que les pensées. C'était un 9 septembre d'il y a 100 000 ans. La brume cachait le corps de la montagne dans ce geste pudique d'une dame de compagnie, couvrant d'un voile surnaturel la poitrine d'une femme au sortir d'un bain. La mer n'était pas loin. Les noix tombaient sur les chemins de la forêt de Texana. De petits cafés morts, rongés de son œil rouge, les versants languissants. Vers Djeli, la Méditerranée ronronnait. La lune n'était pas encore là. On devinait l'automne à son odeur de feuilles rouillées. L'amour n'a son visage qu'aux yeux du souvenir. Lorsque Saïd était gamin, il lui arrivait souvent les jours de congé de prendre son vélo et de quitter la ville. Au départ, tout allait bien. Constantine étant perchée sur son rocher comme un point sur un i. Les routes descendaient vers la plaine à une allure vertigineuse. Il se grisait alors de cette vitesse obtenue sans effort, et il s'en allait loin, toujours plus loin. Mais le soir tombé, il fallait revenir, il fallait pédaler, suer, forcer, peiner. Il fallait mériter la vitesse de l'aller. Il fallait payer les vertiges confortables du départ. Un peu l'enfant gourmand qui entre dans un magasin et qui achète et qui achète et qui achète. Mais ensuite, l'épicier s'approche. Il faut payer. Que le destin s'appelle une pente à gravir ou un commerçant à régler, il faut toujours payer. Le bonheur ne fait jamais crédit. On dirait parfois qu'il prend un malin plaisir à nous laisser nous endetter. Vous payerez à la caisse. Rien n'est plus traître que le self-service. Tous les fauchés de joie le savent bien. Il y aura toujours
chez tous les Saïd du monde, une parenté avec les cigales qui ont trop chanté l'été, avec la petite chèvre de Monsieur Seguin qui paya ses gambades dans la gueule du loup. Tout se passe comme si le bonheur n'était pas humain. La dialectique la plus savante et la plus séduisante n'expliquera jamais pourquoi une cigale n'a pas le droit de chanter tout l'été sans avoir à s'humilier par la suite devant une fourmi, modèle répugnant de toutes les vertus bourgeoises. La dialectique la plus savante et la plus rigoureuse ne convaincra jamais les Saïd de la sagesse de Monsieur Seguin et de la folie d'une petite chèvre qui va sur la montagne se souvenir qu'elle fut chamois. Les fourmis, les loups, les Monsieur Seguin font la loi. N'importe. Les gendarmes aussi font la loi. L'automobiliste qui reçoit un procès-verbal pour avoir roulé trop vite payera son amende, mais aura connu néanmoins la gloire de la vitesse. Le chasseur, pris en flagrant délit de braconnage, se verra confisquer son permis. N'importe. Il se sera offert la forêt. Le contrebandier, en méprisant la frontière, aura déplacé les limites de son patrimoine, la terre. La cigale, lançant un défi à l'hiver, la petite chèvre lançant un défi au loup, et tout à l'heure, ce gamin qui achetait trop de friandises, eh bien, ce gamin lançait à sa manière un défi au saboteur de caramel. Le possible est une loi, l'impossible en est une autre. De toute manière, il y a un hors-la-loi. Homme libre, toujours tu trahiras. Tu trahiras les crapauds qui salissent les mares, tu trahiras les pantoufles douillettes de la raison et du cœur momifié, codifié, mortifié, tu trahiras les carnets de caisse d'épargne et les sens uniques. Mon pauvre petit, c'est impossible. D'accord, c'est impossible. Je trahirai cette impossibilité. Tu te mordras les doigts. D'accord, autant que je morde mes propres doigts que la main des autres. Mais il faut réfléchir avant. D'accord, mais si je réfléchis avant, à quoi pourrais-je penser après? Tu connais des gens heureux, toi? D'accord, je n'en connais pas. Mais je ne connais pas davantage la chimie ou le Guatemala. Le regard de Saïd, qui s'en allait bien plus loin qu'une pensée, racontait tout cela. Il disait cette nuit du 9 septembre d'il y a 100 000 ans, cette lune irréelle de promiscuité qui dansait sur les chênes lièges de Texana, comme une balle de celluloïd sur un jet d'eau illuminé. Il disait les yeux graves et humides de Lucia, racontant des musiques sur un fond de promesses qui montait de la mer. Tout ce 9 septembre-là se passait comme dans un roman. Tout devenait simple, élémentaire, inéluctable. Les écrivains n'ont guère besoin d'avoir de l'imagination. Ce 9 septembre ne sortait pas d'un roman.
d'une chanson ou d'un film. C'était un 9 septembre, parmi d'autres 9 septembre, avec un Saïd étonné comme un homme heureux, et une Lucia qui disait « C'est drôle, j'ai peur ce soir ». C'était un 9 septembre, avec un Saïd qui répondit « Tu es folle ». C'était un 9 septembre, avec une Lucia et un Saïd qui s'embrassèrent longtemps. La chose est impossible. Le charbon sera blanc. La chose est impossible. Et moi? Et moi? Lucien ne peut partir, puisque la terre est ronde. Lucien ne peut partir, puisque 2 et 2 font 4. Lucien ne peut partir, puisqu'il y a des ponts qui narguent les rivières. Saïd s'assit à son bureau. Il ouvrit un tiroir et prit du papier. Il écrivit, il raconta, il dessina, il griffonna. Il disait « Je t'aime ». Il disait « Ne t'en vas pas ». Le crayon dessinait la valse des sanglots. Il racontait l'amour au temps des libellules. Il racontait les ponts chevauchant les abîmes. Il parlait des baisers éclatant par milliers. Il parlait des bourgeons libérant les parfums. Une de ces lettres que personne n'expédie. Une de ces lettres qui tournent en rond autour d'un seul prénom. Une de ces lettres qu'on poste au guichet des aveux avortés. Une de ces lettres qu'on multiplie en les déchirant et que l'on pourrait recommencer 1000 fois sans jamais les achever ou les faire parvenir. Le silence et la pudeur des amoureux. Car Saïd savait bien l'impuissance des lettres. Les mots ne parlent pas. Pour se rendre chez ses parents, Saïd ne prit pas le tram. Il avait envie de marcher. Il faisait beau. Le soleil conservait tout son éclat, mais se laissait supporter. L'après-midi, paresseuse et doux, regardait passer les dernières cigognes. Seules les patrouilles rappelaient la guerre, et aussi les barbelés. Des gamins remontaient l'avenue Georges Clemenceau au sortir de l'école, bavards et nonchalants. Ils se racontaient on ne sait quelle histoire avec beaucoup de sérieux et beaucoup de gestes. Lorsque les enfants se parlent, ils donnent toujours l'impression de plaider une cause, de chercher à convaincre un auditoire sceptique. À cette heure, ils encombraient les trottoirs étroits. Saïd ne pouvait voir des gamins sans s'attendrir, non pas qu'il les aimât spécialement, mais parce que dans le fond, il en était jaloux. Lui aussi avait laissé son cœur à l'école. Quel masochisme inconscient incite les gosses à se vieillir. Au passage, Saïd entendit cette réflexion. « Je te donne ma parole d'honneur que j'ai vu ses cuisses jusque-là. » Petit bonhomme. Gageons que sa tête ne dépassait guère les genoux de son institutrice. Saïd éclata de rire.
L'écolier, qui avait vu les cuisses de la maîtresse jusque-là, se retourna et, avec un haussement d'épaules, connaisseur, conclut. « Il rit tout seul. Il est dingo, ce type-là. » Saïd rit à nouveau. Il pensa qu'il y avait longtemps qu'il n'avait pas ri. Dans ce monde en folie ou en gestation, rien ne le rassurait plus qu'un visage d'enfant. Les enfants sont des braves gens, répétait-il souvent. Qu'aurait-il donné pour acheter un cornet de pois chiches peinturlurés ou des graines de courge salées avec les 5 francs qui restaient de la coopérative? Qu'aurait-il donné pour dire « Demain, c'est jeudi » Avenue des États-Unis, en face de la gare. Un convoi interminable de tanks et de voitures blindées en provenance de Philippeville se dirigeait vers Batna. Les Aurès recevaient. Rien ne vaut un convoi de tanks pour replacer une rêverie dans son contexte. Là-bas, tout au bout de l'horizon, sous le pont de Sidimsid, l'atlas télien chevauchait l'infini. Sur la gauche, de noires et lourdes fumées coiffaient les cloches de l'usine à gaz, militairement gardée par des rappelés imberbes, pas plus haut qu'un mousqueton. Au fur et à mesure qu'il laissait derrière lui la ville, Saïd se retrouvait en pays de connaissances. 4 fois par jour, pendant plus de 20 ans, il avait fait et refait ce trajet. Devant sa petite boucherie, Tahar était assis au même endroit, comme Saïd l'avait toujours vu. Sur la placette du faubourg, de petits musulmans jouaient au football avec une vieille boîte de conserve. Leur cartable éventré servant de limite à un filet idéal. Ils jouaient pieds nus, peut-être pour économiser leurs chaussures, peut-être pour être plus libres de leurs mouvements, ces chaussures achetées chez un fripier de la place des Chameaux, n'étant jamais à leur pointure. Ces gamins habitaient tout en haut du faubourg et tout au bout de la cité, dans l'immense bidonville qui s'étale du cimetière juif à ce bois en forme de légion d'honneur que Napoléon III fit planter et qui, depuis les velléités sportives du général de Lattre de Tassigny, abrite un camp militaire. En surplombant la placette, on voyait toute la ville voilée d'une légère fumée bleutée. Ce spectacle ne lassait jamais Saïd. Aucune ville au monde ne s'est parlé comme Constantine. Prête-moi ta plume. Chères amies auditrices, chers amis auditeurs, je vous souhaite une bonne nuit et à demain. Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume.
رسول الله نتف الصحابة ونتف الصحابة